Bonjour à tous. Donc effectivement, on va passer de la cellule ou du canal au patient entier. Et pour poursuivre dans le mystère, il y a quand même des éléments qu'on va essayer de rationaliser au plan clinique. Alors voici ma diapo sur les potentiels conflits d'intérêts. Alors au niveau du diagnostic, pour rationaliser, il est peut-être utile d'utiliser ce qui se voit pour ce que l'on fait pour plusieurs pathologies, c'est-à-dire un score. Et le score que l'on peut utiliser dans le syndrome de Brugada, c'est le score de Shanghai, qui permet de recueillir des catégories de patients avec un risque ou un degré de certitude sur le diagnostic plus ou moins élevé. Donc quand on a plus de 3,5 points, par exemple, on a un syndrome de Brugada bien établi. Alors, que comporte ce score? On va regarder les différents paramètres. Il y a des paramètres électrocardiographiques, des paramètres cliniques, et puis des paramètres concernant la famille du patient. Si on s'intéresse aux paramètres électrocardiographiques, ce qui est le plus important et qui rapporte le plus de points, c'est d'avoir un aspect spontané de type 1, et ça donne 3,5 points. Donc vous connaissez l'aspect spontané de type 1, avec une définition tout de même, plus de 2 mm de sus-décalage dans les précordiales droites, V1, V2 ou V1, V2O. Le fait d'avoir cet aspect également au cours d'un épisode fébrile est significatif et important et donne 3 points. Et voici un exemple d'un patient à gauche, un superbe aspect de Brugada, si je peux dire. Au moment où le patient a 39 de température et les jours suivants, lorsque la température décroît, l'aspect se modifie et il n'y a plus qu'un aspect de type 2, voire 3. Mais aussi lorsque l'aspect est obtenu au cours d'un test au bloqueur des canaux sodiques, c'est également un élément d'orientation, mais simplement avec un nombre de points de 2. Si l'on passe aux critères cliniques maintenant, le plus important, ce qui est le plus évident, c'est qu'un trouble du rythme grave, une fibrillation ventriculaire ou une TV polymorphe, si elle a été documentée, est réellement très significative, ça donne 3 points. En ce qui concerne les épisodes agoniques nocturnes, c'est assez difficile de mettre en évidence cela en clinique et personnellement, j'ai jamais réussi à vraiment être convaincu de l'existence de tels épisodes chez les patients, à moins que ça soit rapporté donc par les conjoints. Bon, c'est moyennement utile, je trouve. Mais par contre, en ce qui concerne les caractérisations des syncopes du patient, très important de faire la différence entre des syncopes présumées rythmiques, qui donnent 2 points, des autres syncopes qui sont de mécanismes beaucoup moins clairs, comme les syncopes donc atypiques. Enfin, passons. Alors, dernier petit point à rapporter, c'est celui de la présence des troubles du rythme supraventriculaire. On sait qu'il y a une prévalence importante dans le syndrome du Brugada, et lorsqu'on observe ça chez les patients jeunes, c'est tout de même suspect, ça donne 0,5 points. Passons donc maintenant à la famille. Tout le monde en conviendra, c'est important la famille. Et en l'occurrence, parfois, c'est même embêtant parce que lorsqu'on a un apparenté au premier ou au deuxième degré qui a un syndrome de Brugada, eh bien pour soi-même, cela donne des points. Si on a par ailleurs un aspect ECG induit par les bloqueurs des canaux sodiques de type 1, ça va vous qualifier, ça fera 2 plus 2, 4, plus de 3,5, vous aurez donc un syndrome de Brugada. En ce qui concerne la mort subite, ce score permet également de faire la différence entre 2 points particuliers. Tout d'abord, les morts subites suspectes, c'est-à-dire celles qui sont survenues au cours d'un épisode fébrile, par exemple, ou celles qui sont survenues la nuit, ou celles qui sont survenues chez un patient qui était sous drogue connue pour entraîner une augmentation du sus-décalage. Ça donne 1 point. En revanche, si on a une mort subite, et même si on est jeune, moins de 45 ans, eh bien, il faudra une autopsie négative pour pouvoir attribuer des points en faveur du diagnostic. Enfin, en dernier lieu, la génétique, ça rapporte peu. Il y a une complexité de la situation, vous l'avez vu donc chez l'orateur précédent, le nombre de questions qui se posent et le caractère plurigénique de l'affection. 0,5 points si on a une mutation sur un gène possiblement connu pour entraîner un syndrome de Brugada.
Quelle est la performance de ce test? Il y a une première étude qui est parue l'année dernière par l'équipe de Morita. Si l'on prend ici l'ensemble des patients, ils ont calculé le score pour l'ensemble des patients qui étaient connus et censés être porteurs d'un syndrome de Brugada pour voir si ça collait avec leur diagnostic précédent. Et voici les colonnes, donc les points, on a un histogramme. Et vous voyez qu'il y a un certain nombre de patients, une cinquantaine, qui avaient finalement une suspicion simplement de syndrome de Brugada, donc ils ont pu affiner. Tous ceux qui avaient des troubles du rythme graves avaient plus de 5 points dans ce score. Si on regardait uniquement les patients chez qui la recherche de mutation de SN5A avait été effectuée et à qui on pouvait donc éventuellement attribuer 0,5 points supplémentaires, on décale l'histogramme un petit peu vers la droite, on augmente le nombre de points possibles, mais pareil, on a encore des diagnostics suspects, pas très clairs, des patients entre 2 et 3, ça reste douteux. Donc au plan diagnostic, ça permet de sélectionner un petit peu les patients, et au plan pronostic aussi, car si on regarde le devenir de ces patients, notamment ceux qui ont moins de 3 points ou 3 points, les courbes bleues ici, on voit que sur un follow-up quand même très conséquent, 250 mois, il n'y a aucun événement rythmique. Et plus on a des points, plus on a des événements. Pareil pour les patients chez qui la recherche de mutation de SN5A avait été effectuée. Donc ça, c'est pour le diagnostic positif, essayer de clarifier les choses en clinique, je pense que c'est intéressant. Et il faut aussi éliminer les autres causes de sus-décalage du segment ST. Et bien sûr, c'est dans certains cas assez simple, lorsqu'on a un trouble conductif ou quand on a une hypertrophie. Ça devient peut-être parfois moins évident si on a une péricardite aiguë, voire une myocardite, où là, le segment ST est sus-décalé, certes, mais plutôt ascendant. Dans l'hyperkaliémie, si on ne fait pas attention à l'onde T pointue, comme ça, on peut se dire que ça ressemble. Dans l'infarctus, bien entendu, s'il est constitué, on a une onde Q. Et l'aspect de Brugada, c'est bien celui-ci. Il reste des ondes R. Il y a un sus-décalage convexe en haut, descendant avec une onde T négative. Donc il y a quand même des diagnostics différentiels à éliminer. Si on passe maintenant, toujours on reste dans la pratique, sur le terrain, on a fait notre diagnostic, il va falloir stratifier le risque. Comment faire? On a 3 populations de patients très différentes qui vont être possiblement vues. On a d'abord ceux qui ont fait véritablement un trouble du rythme ventriculaire, c'est 6% dans les séries, 6% des patients. Et on sait que chez eux, le taux d'événement dans le suivi est élevé, 8,75% par an. Mais c'est une faible proportion de patients. L'autre partie des patients, ce sont ceux qui ont fait une syncope. C'est 30% des patients dans les séries. Et on voit que le taux d'événement rythmique chez eux est beaucoup plus faible. C'était étonnant parce qu'on se dit, si la syncope est d'origine rythmique, il devrait avoir le même taux de suivi, le même taux d'événement dans le suivi. Ce qui indique qu'une bonne partie de ces syncopes, en fait, ne sont pas d'origine rythmique et sont soit d'origine vasovagale, soit d'une autre origine. Et puis la grande partie des patients, celle qu'on voit le plus souvent en pratique, c'est les asymptomatiques. Et là, 64% des patients avec un taux d'événement rythmique tout de même faible, 0,5% par an. Alors comment stratifier ces différents groupes? On va voir ça tout de suite. Chez ceux qui ont fait un arrêt cardiaque, le taux de récidive à 4 ans et à 5 ans et à 10 ans est tel qu'il faut proposer la mise en place d'un défibrillateur chez ces patients, d'autant qu'aucun événement a pu être identifié permettant de différencier ceux qui vont faire un événement rythmique de ceux qui ne vont pas en faire, qui ne vont pas récidiver. Donc c'est défibrillateur vu le taux d'événement. Point particulier, les orages rythmiques chez ces patients ne sont pas rares, 12%, et ils sont souvent létaux. Donc certains préconisent, même chez ceux qui ont fait des troubles du rythme, en plus du défibrillateur, de mettre de façon préventive soit de l'hydroquinidine, soit de faire une ablation au niveau de l'infundibulum pulmonaire dans les zones des troubles conductifs. Pour ceux qui ont fait des syncopes, premier élément de stratification, reconnaître le caractère présumé rythmique de la syncope. Il y a une définition, elle est assez claire. Ce sont des syncopes sans ou avec des prodromes très brefs, des syncopes sans circonstances déclenchantes de type vasovagal, des syncopes très brèves, 1 minute,
avec un retour à la conscience quasiment instantané. Ça, c'est la définition finalement du Stock-Adams, des symptômes du Stock-Adams. Eh bien, si on différencie tous les patients qui viennent pour syncope chez qui on a un aspect de